Oui, donc je retourne en Côte d'Ivoire en 81, juste après ma thèse. Et je décide d'y retourner. Alors, sans difficulté, je n'avais pas de projet de terrain particulier, sauf peut-être à approfondir des questions chez les BT, voilà, puisque bien sûr on n'a jamais fini, hein, évidemment. Euh, et donc, j'avais pas de terrain, mais j'avais pas discuté à partir en Côte d'Ivoire à leur simple, parce que à l'époque encore, plus maintenant, mais à l'époque, un bon Horstomien est un Horstomien expatrié. Donc, je dis je vais en Côte d'Ivoire, personne ne me dit non, faites-nous un plan. Et pourquoi vous allez en Côte d'Ivoire? Personne ne m'a rien dit. J'ai dû peut-être dire quelque chose, mais j'ai dit écoutez, je vais continuer mes travaux, etc. Mais c'est tout. Donc je retourne en Côte d'Ivoire. Bon, alors j'y retourne dans un j'avais pris un peu de la bouteille, ou en tout cas j'avais pris de la distance par rapport même à la première époque. C'est-à-dire que je suis dans un état d'esprit un peu différent. Euh, D'abord, j'ai plus, je suis plus en relation avec les Ivoiriens. Et, toute la période enchantée, si je puis dire à nouveau, et le Gramsci et tous ses copains, c'est un peu fini, si vous voulez. Il y a bien sûr d'autres collègues, si vous voulez, mais c'est plus les mêmes, etc. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Je ne sais pas si c'est une décision comme ça qui se fait, mais je me rapproche bien plus du monde ivoirien. Et donc, je vais avoir des amis ivoiriens à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, ah si, il va se passer un événement avant que je décide de travailler, comme je vais vous le raconter, sur la maladie du sommeil. On me le propose, hein, c'est pas moi qui décide, on me le propose, et qu'on appelle aussi la trypanosomiase humaine. Il y a un événement qui va se produire qui va prendre beaucoup de sens ensuite. J'avais soutenu ma thèse, donc, qui n'était pas sortie en livre encore, et je l'avais ramené, j'avais amené de cette thèse, comme ça se présente, un gros machin, là, comme ça. Et puis, j'avais dû la montrer à quelques-uns, je ne sais pas, ou la tirer en plusieurs exemplaires, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'avais laissé un exemplaire à l'Institut d'ethnosociologie d'Abidjan, qui était un lieu important, qui avait été créé, dont le premier directeur avait été Emmanuel Terret. Petite parenthèse. Après, c'est devenu un institut dirigé par des Ivoiriens, mais enfin, voilà. Et donc, un jour, je reçois la visite d'un intellectuel BT, un cas de BT que je ne connaissais pas, qui vient me voir et me dit écoutez, voilà, j'ai lu votre thèse, parce que je l'ai trouvée là, à la bibliothèque. Je voudrais vous inviter à la maison avec quelques amis, BT aussi, intellectuels, pour qu'on parle de votre travail, mais vous inviter à déjeuner. Alors, je dis écoutez, il n'y a pas de problème. Et donc, je viens, voilà, donc on m'a donné l'adresse, tout ça. Et il y a une dizaine comme on appelait de cadres, on les appelle les cadres. Donc c'était des Abidjanais, hein, les uns étaient ingénieurs, d'autres, vous voyez, il y avait déjà du... chez les BT, on scolarisait beaucoup, hein, donc il y avait eu... et donc... et puis, d'abord, on déjeune, hein, c'était sympa. Et puis ensuite, on me dit, ah, c'est fini. Donc, je passe dans une pièce où il y avait une petite table, une chaise, un verre d'eau, et où je ressoutiens ma thèse. Enfin, je la ressoutiens. Ils sont en face de moi. Ils se sont fait tous des photocopies de ma thèse. Et donc, là... Donc, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors, ils me disent une chose pour laquelle j'avais quand même
j'avais compris de quoi il retournait dans leur question. Il me dit, est-ce que votre thèse est une entreprise de revalorisation du peuple BT? Revalorisation. Alors, je dis, écoutez, non, c'est pas ça que j'ai voulu faire. En tout cas, j'espère que ça y contribue. Parce que je vois très bien à quoi vous voulez faire référence. Parce qu'en effet, les BT avaient été disqualifiés depuis belle lurette, depuis l'époque coloniale, jugés mal, paresseux, rebelles, enfin bref, toute une série de choses. Bref. Et puis le travail de Denise Paul n'était pas bien jugé. Elle avait fait je me souviens, les premières pages de Denise Paul sur les BT, c'est insensé ce qu'elle a fait, à certains égards. Où Denise dit, dans sa préface, paysage monotone, pas de... Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de société d'initiation. Enfin bref, il n'y a pas tout ce qu'il y a chez les Dogons ou chez les Tissi. Voilà, il y a tout le manque. Elle fait ses premières pages comme ça. Je veux dire, il fallait le faire quand même. Alors après, elle fait une description de l'organisation sociale, etc., qui est plutôt pas mal, si vous voulez. Bon, mais enfin, quand même, vous voyez. Donc du coup, ça a laissé... voilà. Donc ils me disent, là, elle, surtout qu'elle avait fait un bouquin avec ça, hein, elle avait fait un livre. Donc ça participait du truc. Donc je l'écoutais, je vois très bien. Alors je leur ai dit même, je crois que Denise Paume faisait partie de mon jury de thèse. Je lui ai dit, bon, ben oui, je ne pouvais pas... voilà. Et donc, et ça se passe plutôt bien, mais il y a un petit désaccord qui va se préciser ensuite sur l'origine des BT. Il y a tout un débat qui va se préciser ensuite avec Baillot, avec Laurent Baillot. Voilà, c'est ça qui est que moi, j'avais expliqué que les BT venaient d'un peu partout, qu'ils étaient eux-mêmes le produit j'avais utilisé cette formule de diaspora à rebours. C'est-à-dire que, vous voyez, donc ils étaient allés vers un lieu, vous voyez, mais ils venaient de différents endroits, et donc, voilà. Et donc, du coup, ils n'étaient pas... Dans la revalorisation, il fallait qu'ils soient absolument des autochtones, c'est-à-dire des gens qui étaient là avant tout le monde. C'était politique, ce point de vue-là. Il y avait déjà tout un... qui va se dérouler ensuite. Pour ça qu'après, je vais écrire sur la crise ivoirienne, etc. C'est pour ça. Et moi, je fais un travail sur les BT et je me trouve petit à petit pris dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est un sujet qui relève de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'histoire coloniale, de l'histoire Houphouët, etc. Donc, je me trouve... Donc, donc ils me disent, non, vous comprenez, les BT, nous, on est des autochtones, vous dites qu'ils ne le sont pas vraiment, etc. Donc il y a un différent. Mais pour le reste, ils me disent, vous avez fait un beau travail, etc. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a des sites, aujourd'hui, vous savez, ça existe, et la diaspora BT, en France, est très importante, vous voyez, et donc, il y a un site qui s'appelle BTouya. Et donc, par exemple, vous pouvez lire, par exemple, le livre de Jean-Pierre Dozon, qui est sans doute ce qu'il y a de mieux, etc. Vous voyez, pour l'instant, peut-être que dans 10 ou 15 ans, la vie ne sera pas le même. Mais pour l'instant, je reste voilà. Donc c'est très intéressant le point de vue. Voilà. Mais à l'époque, donc j'ai un regard qui se fait. Donc, c'est un événement pour moi, cette affaire-là, parce que d'abord elle m'intéresse, parce que à la fois je suis rejugé en quelque sorte, mais c'est une expérience aussi très intéressante parce que je vois bien que il y a une sensibilité, si vous voulez, très forte dans ce pays sur la question BT, qui est une question d'autant plus qu'il y avait eu en 70, donc 2 ans avant que je n'arrive, il y avait une répression à Gagnoa très dure de la part du pouvoir, parce qu'un leader BT avait lancé une véritable offensive contre
les pouvoirs établis dans la ville de Gagnoa. Il avait pris d'assaut la préfecture, etc. Il y avait une répression, il y avait eu des centaines de morts, etc. Donc, il y a eu toute une histoire. Donc j'étais au courant, si vous voulez, ce qu'on a appelé les massacres de Gagnoa. Gagnoa étant la ville, il y avait plusieurs villes bêtées, et Gagnoa étant une des villes. Et Laurent Gbagbo, d'ailleurs, est originaire de ce coin-là, de la région de Gagnoa. Enfin bref, Laurent Gbagbo, je le connaissais. Dans les années 70, on s'était rencontrés à plusieurs reprises. Il était historien, si vous voulez. Donc, il était historien, il était un personnage connu puisqu'il était opposant aux fouettes, il avait été arrêté une fois, tout ça. Bref, il était un personnage. On se connaissait. Pas très bien, mais on se connaissait. Et puis, il n'était pas parmi les 10, mais il y avait beaucoup de proches de lui qui étaient là parmi les 10. Et donc ça, c'est avant que je m'intéresse. Donc, il y a des événements qui me relient à mon terrain d'avant. De la même façon que un jour, c'est un événement aussi important, j'avais invité chez moi un de mes meilleurs amis ivoiriens, Moriba Touré, qui s'est tué en voiture après, un de mes grands amis aussi. Et puis, il était là, et puis Laurent Gbagbo vient chez moi, en l'occurrence. Il y avait Moriba et Laurent Gbagbo. On était en 82, là. Donc peut-être j'avais commencé mon terrain sur la maladie du sommeil à ce moment-là. Et Laurent Gbagbo arrive paniqué, il dit oui, je viens d'apprendre qu'on veut me tuer, le pouvoir veut veut me tuer. Et j'ai appris ça d'un ministre avec qui il avait des liens, etc. Donc je me souviens, avec Moriba, on dit à Gbagbo, on lui dit, bah, écoute, il faut que tu te barres, voilà, tu vas pas... Et donc, il s'est barré peu de temps après, il est passé par la Haute-Volta, etc. Bref, donc c'est une anecdote, mais vous voyez, je suis plongé dans un contexte où les choses se politisent en quelque sorte, hein, très fortement. Hein. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Là où je me retrouve, et où Fouette est contesté de plus en plus quand même, il y a de la contestation dans le pays. La Côte d'Ivoire commence à connaître, comme on dit, son miracle se dissipe quelque peu. Hein. Les années 80, c'est ça, donc il y a quelque chose qui se passe. Les choses Et la question BT fait surface, n'est-ce pas? Et donc moi je me retrouve avec quelque chose sur lequel j'avais travaillé et dont je connaissais quelques enjeux, mais là je vois que les choses se précisent. Autrement dit, ce n'est pas une affaire du passé, c'est une affaire du présent et d'avenir. Et ça va se préciser encore plus après. Donc voilà. Et bon, donc c'est important tous ces points. Mais j'avais pas de terrain. Bien sûr, j'avais dû rendre visite au village, probablement, entre-temps. Je ne me souviens pas, mais j'avais dû le faire. Et puis, on me propose de travailler sur un foyer de trypanosomiase qui s'était créé dans l'ouest ivoirien, non loin de mon terrain du reste, c'était pas très très loin. Donc du coup je me dis tiens, c'est dans... voilà, donc... et c'est une équipe pluridisciplinaire avec épidémios, médecins, géographes. Enfin, voilà, je me trouve pris avec une équipe de Français, évidemment, encore, et donc... orstomien ou pas, voilà, donc je commence à... Alors, il se trouve qu'entre-temps, la maladie, tous ces sujets-là, outre bien sûr le paludisme qui m'avait marqué quand même, mais il y avait eu... Auger, entre-temps, était rentré en France, enfin il était en France, il avait commencé à développer une thématique autour de l'anthropologie de la maladie en France. Et donc, j'avais dû suivre, parce que j'étais rentré en 78, les séminaires de Marc qui commençaient à porter sur ce sujet-là. Donc, là, j'étais aussi influencé. Puis ça devenait un sujet, je dirais presque à la mode. Hein. Et il y avait d'ailleurs des collègues qui passaient, Gilles Bibot, etc., qui travaillaient sur ces domaines-là. Il y avait l'ethnopsychiatrie, il y a eu quelques échanges entre Auger et Zamplény, il y avait eu... Bref, il y avait tout un contexte qui s'y prêtait, si vous voulez, à l'époque.
il y avait l'anthropologie américaine autour d'Arthur Kleinman, il y avait toute une série de choses là qui étaient très intéressantes, voilà, qui se développaient. Donc j'avais été influencé par tout ça et je me dis tiens, bah, voilà, une épidémie, enfin une triple, voilà, c'est intéressant. Donc et puis je m'intéresse au monde de comment la maladie, la trépanosomiase, dans la région où elle se développe, comment elle est vue, perçue, interprétée par les gens. Je rencontre des guérisseurs, voilà, il y a tout un travail là-dessus. Je m'intéresse aussi à la réception, parce que à Lorstom, ils avaient trouvé une technique de piège à mouche tsetse, parce que c'est la mouche tsetse et ils avaient et donc il fallait installer des espèces de pièges à mouches dans les villages, mais la question était comment les villageois allaient gérer ces pièges. Hein. C'est pas le tout de leur apporter, hein, parce que très souvent c'était des tissus bleus, ça pouvait se découper et en faire un très joli truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, puis voilà. Donc il fallait voir comment donc il y avait tout un côté pratique de tout ça. Donc voilà, mais fidèle à mon truc symétrique, le monde de la trypanologie m'intéresse autant que les sujets. Voilà. Donc je m'intéresse aux trypanologues, si vous voulez, aux spécialistes. Et donc je remonte, et donc je m'intéresse à parce que la trypanosomiase a une longue histoire. Coloniale en particulier, au Congo, et donc je m'intéresse à l'histoire de la trypanosomiase, je commence à faire des archives, etc. Donc je fais un travail archivistique. Alors, ce qui est intéressant aussi, le monde des archives a été aussi une passion. J'avais commencé à le faire chez les BT. Enfin, dans les années 70, le monde BT m'avait aussi amené à aller dans les archives coloniales, si vous voulez. Donc la question des archives, en quelque sorte, était pour moi un monde que j'aimais bien. J'avais le goût de l'archive, donc de l'histoire, tout simplement. Hein. Et donc, j'allais, après, avec Jean-Pierre Chauveau, on va faire tout un travail ensemble sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. On fera tout un travail, on ira aux archives. On a fait ça 3 mois, tous les deux, ça a été aussi une passion. Donc voilà, j'ai adoré faire du terrain, mais j'ai adoré de faire des archives. Et là, je fais des archives, y compris je vais à Bobo du Lasso, où il y avait des archives importantes, etc. Et où je découvre, en effet, comment on a lutté contre la trypanosomiase dans les années 30, etc., y compris en Côte d'Ivoire, etc. Donc voilà. Donc je m'intéresse à ceux qui ont lutté contre la trypanosomiase, mais qui sont aussi intéressants que... Voilà. Donc je maintiens ce cap, si vous voulez, de symétrie. Et donc là, ça a été, là aussi, un terrain peut-être moins passionnant, si vous voulez, en termes de terrain, parce que d'abord... Une équipe pluridisciplinaire, c'est dur. Il y avait des collègues qui n'étaient pas marrants. Voilà, donc ça n'a pas été simple. Bon. Et donc, mais je commence à découvrir le monde des guérisseurs aussi. Donc il y a quelque chose qui me branche sur le monde des guérisseurs, puisque je vais voir cela. Et là, de fil en aiguille, j'enchaîne sur un projet que je commence à... Alors, il se trouve que je reste en Côte d'Ivoire jusqu'en 83. Après, je rentre définitivement, mais je vais tous les ans en Côte d'Ivoire. Et des fois, j'y vais 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis toujours à Lorstom. Lorstom autorise de faire des missions. C'est une bonne maison, Lorstom, parce que elle permet ça, si vous voulez, plus que le CNRS. Plus que le CNRS. Il y a des facilités, si vous voulez, beaucoup plus grandes et des moyens beaucoup plus importants. Avec bien sûr, j'emprunte une bagnole, une voiture de Lorstom, etc. Donc, enquêteur que je connaissais depuis longtemps, etc. Donc, je commence à monter un projet sur les guérisseurs. Alors, entre-temps, j'ai écrit quelques articles sur la trypano, etc. Bon. Mais j'ai un projet que je vais mener avec Marc Auger, qui devient président de l'école d'études en sciences sociales, donc il lui fait une carrière absolument splendide, mais qu'il a envie quand même de faire du terrain. On est devenus assez amis, et donc il me dit « Jean-Pierre, tu t'occupes de tout, etc. » Parce qu'évidemment, et donc du coup, on monte un projet où il s'agit de travailler sur les grands guérisseurs en Côte d'Ivoire. C'est cette idée
des guérisseurs qui ont une grande réputation. Vous voyez, et je le fais avec Marc et aussi une collègue qui s'appelle Nicole Zanzinger, qui était voilà, qui a écrit de très beaux articles, qui a travaillé chez les Sénoufo dans un premier temps, etc. Donc on fait ça à trois. Enfin, c'est moi qui mène le bal, puisque je suis orstomien, j'ai la bagnole, etc. Je dispose, si vous voulez, des choses. Alice, elle s'appelait Alice, elle se fait appeler Alice, donc elle préférait qu'on l'appelle Alice que Nicole. Donc Alice était au CNRS et Marc était président, donc il ne pouvait venir que 15 jours éventuellement, une semaine, etc. Bref, on va de guérisseur en guérisseur, et d'ailleurs je regrette, il m'est arrivé d'écrire un peu des petits trucs là-dessus, mais pas avoir écrit sur les guérisseurs, pas sur les prophètes, je vais venir aux prophètes, quelque chose d'important sur ce truc-là, parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pas pris le temps, j'ai pas parce que on a fait le tour de ce pays, on est allé dans tous les coins, c'était assez étonnant, ça a été même plaisant, ça a été très plaisant. Des fois, je le faisais seul avec un enquêteur. Des fois, il y avait Marc. Des fois, il y avait Nicole Zanzang, etc. On était à 3, des fois, on était à 2, etc. etc. C'était très plaisant. Et donc, c'était des personnages qui étaient souvent incroyables. Je vous montrerai quelques photos tout à l'heure de l'un d'entre eux, etc. Donc, je regrette de ne pas avoir fait quelque chose sur ce... Mais très vite, Marc, qui avait travaillé, lui, chez un prophète, avant, il avait travaillé chez le prophète Hatcho. Il y avait un personnage qui était un grand guérisseur, en même temps, prophète guérisseur, qui était Albert Hatcho, dont le fameux Jean Rouch sur lequel Jean Rouch avait fait un film en 1963. Donc, grâce à son ami Henri Collomb de Dakar. Vous voyez, il y a des fils là qui sont très intéressants, mais bon, oui, on est dans des mondes qui se fréquentent évidemment, mais qui de temps en temps se filent des tuyaux. Et donc, Collomb avait dit à Rouch, il y a un type là en Côte d'Ivoire, tu devrais y aller, voir. Et donc c'était... Et comme Jean Rouch connaissait ce pays, la Côte d'Ivoire, il avait fait déjà plusieurs films. Il avait fait Moins Noir, etc. Donc il va et donc il fait un projet, Jean Rouch, autour de Hatcho, un projet à la fois filmographique mais aussi ethnologique, où il y a même Germaine Déterlin qui quitte enfin Sédogon et ses Bambara pour aller ailleurs. Elle va pour la première fois en Côte d'Ivoire et où elle accompagne son ami Jean Rouch. Puis il y a Zamplény, il y a d'autres gens. Hein, voilà. Donc Jean Rouch veut faire un truc, veut monter une équipe pluridisciplinaire, si vous voulez, il y avait un naturaliste aussi qui était avec lui, parce qu'il avait des plantes, Albert Hatcho, etc. Et Marc, s'était intéressé aussi, parce qu'il travaillait à côté, donc il était venu rejoindre cette équipe, si vous voulez, il avait donc écrit sur Hatcho. Donc Marc avait un goût aussi pour le prophète, Albert Hatcho, puis il avait rencontré un autre prophète aussi dans le coin. Bref, donc on se dit, tiens, et si on allait retrouver les prophètes, voilà, donc, parce que c'était des guérisseurs aussi, donc voilà, il y avait des grands prophètes. Donc je commence à basculer, si vous voulez, du côté des prophètes. Et puis il se trouve que donc on retourne voir, Hatcho était encore en vie, donc je vais chez Hatcho, on va chez quelques autres, etc. Et puis il y en a un sur lequel je tombe, on m'indique son nom, pareil, on m'a dit, ah là, et c'était pas loin de Gagnoa, donc c'était, si vous voulez, c'était dans mon coin, si je puis dire. Chouette, il y a un type là, et c'était le fameux Baillet Koudou Jeannot. Alors le Baillet Koudou Jeannot, c'est pas une mince affaire, hein, parce que je tombe sur lui, donc je me souviens, j'arrive
dans son village, mais c'était son village, c'est-à-dire que c'était sa communauté. Il avait créé un monde à lui tout seul. Il y avait d'abord un monde fou, il y avait un monde incroyable, des centaines de gens qui étaient là. Parce que j'avais été chez d'autres, mais là, il y avait un monde fou. Puis, je découvre un personnage qui était en train de devenir une star nationale. Star nationale. Donc, qu'est-ce que fait Koudou Jeannot Jeannot, bien sûr, il reçoit quantité de gens. À Zikoboué, c'était son coin, Zikoboué, ça s'appelle, chez les Dida. Dida, sur lequel avait travaillé Terray. Mais les Dida sont voisins des Bété, et en fait, Bété de Gagnois et Dida, c'est la même chose, quasiment la même chose, c'est la même langue, etc. Bon, ouais. Donc je suis dans un monde un peu... Voilà. Mais ce qui est très original, c'est qu'il fait des tournées dans tout le pays où il fait de la lutte anti-fétiche et anti-sorcellerie. Et donc, il part en car, il est entouré de 22 jeunes hommes, 22 jeunes femmes, 44 jeunes. Et, alors bien sûr, il ne s'impose pas, il est invité dans les villages pour se livrer à ce truc-là. Et il est souvent invité par les cadres des villages qui ont des associations en ville. Donc vous voyez, c'est toute une histoire compliquée de tensions entre les villageois et leurs originaires citadins, etc. Enfin, c'est complexe, mais passionnant. Je veux dire, moi, là, terrain fabuleux. Et un personnage donc qui est devenu, il est très demandé. Alors moi, je le suis. Donc je lui dis, tu vas où? Puis je vais là. Donc je pars en voiture, je le rejoins, et c'était des scènes absolument extravagantes. Il allait même dans certaines petites villes. Donc il y avait, au coin des rues, il y avait des amas de fétiches, voilà. Et les gens, avant qu'il arrive, déjà se libéraient, n'est-ce pas, de trucs. Mais lui, pendant 3 jours, il faisait une prophylaxie de masse. J'avais travaillé sur la Tripano où les gens faisaient... Et donc, c'était... On était en 84-85, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, la crise commençait à poindre en Côte d'Ivoire. Il y avait des tensions, il y avait beaucoup de déscolarisation, il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc, on était un temps... Et ce prophète efface tous les autres, presque. Ouais. Jusqu'au moment où il se fait, je vais terminer là-dessus, où il se fait arrêter, parce que quand même il devenait un peu... Et puis il était critique à l'égard d'Houphouët, enfin bref, c'est tout un personnage, et donc c'est tout un... Et donc il se fait arrêter, il est donc mis non pas en prison, parce qu'on ne pouvait pas le mettre en prison, il est mis en résidence surveillée, etc. Donc là, j'ai un véritable, comment dirais-je... Là, le prophétisme, je le vis complètement, si vous voulez. Ouais, je le vis même de manière en direct. Il y a un côté... Je regrette de ne pas avoir... J'ai quelques photos qui me restent, je vous le montrerai tout à l'heure, de ce personnage, mais comment dirais-je, j'aurais dû y avoir un film, etc., parce que on a manqué là quelque chose de considérable, parce que c'était incroyable dans les villages ce qui se passait. Parfois je me pinçais. C'est-à-dire que c'était un choc vraiment ethnographique très important, et vraiment, ça a été sans doute le plus important de toute ma carrière, ça a été ce personnage.